Il m'a proposé de faire une communication sur un cinéaste dont je n'avais absolument jamais entendu parler, José Morica Marins, et plus particulièrement sur une trilogie qui regroupe 3 films. Alors je l'ai dit en français, hein. À minuit, je posséderai ton âme, réalisé en 1963. En 1967, Cette nuit, je me réincarnerai dans ton cadavre, et L'incarnation du démon en 2008, déjà des titres qui donnent envie. Alors, quand j'ai découvert le premier film la première fois, je dois vous avouer que j'étais un petit peu déboussolée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les films de Marins, en tout cas ces films-là. Mais moi, ça m'a tout de suite fait penser à Ed Wood. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ed Wood, c'est un réalisateur américain des années 40 et 50 qui a été taxé de plus mauvais cinéaste de tous les temps par la critique américaine. C'était un réalisateur qui avait fait des films d'horreur, mais aussi des films pornographiques, parce que c'est relativement lucratif. Et si vous voulez avoir un aperçu du travail d'Ed Wood, et en tout cas de sa personnalité atypique, je vous recommande le Ed Wood de Tim Burton avec Johnny Depp, donc dans le rôle du réalisateur. Alors, mes a priori se sont quand même vite évaporés, puisqu'il y a 2 choses qui m'ont permis de me rendre compte qu'il y avait une réelle richesse dans le cinéma de Marins. Alors, il y a la thèse qui a été écrite sur lui par Alexandre Fernandez Agabiti, donc qui m'a beaucoup éclairé notamment sur la culture, les traditions brésiliennes auxquelles j'étais complètement étrangère. Donc ça a permis, moi, d'inscrire son œuvre dans un contexte qui m'était complètement inconnu. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est que sa trilogie est un exemple de maniérisme, c'est-à-dire que ça emprunte beaucoup à des figures et des motifs du cinéma fantastique et horrifique tels qu'on peut les connaître, tels qu'on peut les connaître depuis les prémices du cinéma, mais tels qu'ils se font encore actuellement. Alors on en parlait tout à l'heure avec Milton, c'est un maniérisme assez particulier puisque effectivement il y a des empreintes de motifs et figures de films qui précèdent le premier film de 63 de Marins, mais il y a aussi des choses qui ne le précèdent pas du tout, ce qui montre bien que dans l'inconscient collectif des réalisateurs qui s'attardent sur le fantastique et l'horreur, il y a des récurrences visuelles, thématiques, universelles. Alors, l'objet de cette communication, c'est bien de comprendre les mécanismes narratifs et esthétiques de cette trilogie, en la comparant si besoin, et c'est vrai que j'ai pas mal fait, avec d'autres représentations du fantastique et de l'horreur en Europe, surtout en France, en Angleterre et en Italie, et aux États-Unis, parce que, a priori, quand on parle de ce genre-là, de ces genres-là, ce sont plutôt à l'Europe et aux États-Unis que l'on pense. Nous découvrirons ainsi que Marins fait un cinéma du rapiècement, celui des corps filmés, bien sûr, qui se disloquent sous nos yeux, qui soient maltraités par la vilainie de Zé, le personnage principal et récurrent, ou par le montage de Marins, mais aussi des références multiples dont le réalisateur emprunte les figures et les motifs, ce qu'Agabiti appelle justement des productions anthropophagiques, terme qui convient absolument au cinéma de Marins. Alors pourquoi ce titre, Une épopée de chair et de foi? Donc, comme j'ai expliqué aussi à Milton tout à l'heure, c'est le titre qui m'est venu le plus naturellement et le plus rapidement. Il y a dans le terme épopée la dimension mythologique d'un personnage récurrent, voire même ritualisé, qui devient lui-même référentiel. Pour raconter vite fait la trilogie, c'est l'histoire de Joseph Zanatas, qui est aussi appelé, excusez-moi l'accent, Zé de Caichao, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui est un impie redouté qui désire assurer son immortalité en donnant la vie à un être supérieur. Et pour y parvenir, il va chercher la femme supérieure avec laquelle se reproduire, et si quelqu'un l'en empêche, il va le torturer, le tuer, en général les deux. Quant au terme chair et foi, il renvoie autant au sens littéral qu'au sens figuré. La chair, ça embrasse bien évidemment tout le rapport au corps, alors le corps torturé, mais aussi le corps désiré, qui est le lieu de l'ébat sexuel. Et qui trouve son plein accomplissement dans le projet de Zé de donner naissance à un être supérieur. Et cela renvoie également à la façon particulière de filmer les corps mourants et jouissants. Quant à la foi, ça se réfère autant à la croyance absolue de Zé en son projet qu'à la croyance absolue de Marins dans son cinéma, parce qu'il faut bien le dire, pour avoir la ténacité qu'il a de faire du cinéma, il faut avoir une vraie foi en soi. Alors je vais diviser cette communication en 3 parties. Et la première que je vais ouvrir maintenant
va un peu poser les bases du fantastique et de l'horreur pour qu'on s'accorde sur les définitions, parce que les définitions soient assez difficiles à mettre en place. Et puis on va glisser petit à petit vers le cinéma proprement brésilien, en tout cas le cinéma de Marins, parce que c'est lui qui incarne le fantastique au Brésil. Alors, qu'est-ce que le cinéma fantastique? Qu'est-ce que le cinéma d'horreur? On pourrait remonter aux prémices du cinéma pour en parler, parce qu'à partir du moment où on a une somme de nouvelles technologies, même si on est au début du XXe siècle, on va les expérimenter, et donc on va faire tout un tas de petits jeux sur l'image, sur la disparition de l'acteur de l'écran, sur l'investissement de l'espace, sur les jeux de lumière, de contraste, de surimpression, etc. Donc on peut partir du principe que le fantastique existe depuis les débuts du cinéma. Pour être un petit peu patriotique, je ne citerai que Méliès, par exemple, qui a été l'un des grands illustrateurs de ce mouvement-là. Mais on va essayer de s'intéresser vraiment au cinéma fantastique horrifique des années 60, puisque c'est à partir de là que Marins embrasse cette voie-là, donc avec son premier film en 63. Alors, le cinéma fantastique. Pour citer Philippe Ross, qui est l'un des auteurs qui a travaillé sur le cinéma d'horreur, il dit « Quand j'entends le mot définition, je sors ma tronçonneuse. » Et à bon escient, parce que c'est très difficile de définir le fantastique, qui peut à la fois embrasser les sous-genres de l'héroïque fantasy, du merveilleux, de la science-fiction, etc. Nous, on partira du principe que, et les critiques sont d'accord là-dessus, que le fantastique naît de la terreur de l'inconnu, d'un événement surnaturel qui surgit et qui n'est pas admissible intellectuellement par les lois qui régissent notre monde. Quant à l'horreur, on pourrait dire que c'est un événement inhabituel qui s'incruste dans la réalité, mais cet événement-là va susciter l'effroi et va susciter le dégoût. Donc on a d'un côté le fantastique qui revient à l'intervention d'un événement surnaturel, et l'horreur, ça s'inscrit dans la réalité quotidienne, et ça va susciter horreur et dégoût. Alors, comme je vous le disais en introduction, c'est majoritairement en Europe et aux États-Unis qu'on connaît ce genre de cinéma-là. Moi-même, qui ne me suis pas forcément intéressée au cinéma brésilien, je ne savais pas qu'il y en avait là-bas. Mais c'est vrai que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que puisque ça commence dès les prémices du cinéma, c'est indéniable qu'au Brésil, il y ait eu aussi des expérimentations qui ont été faites. Même si on est un petit peu amateur de fantastique, vous avez peut-être en tête la représentation du vampire chinois, ce vampire qui saute pieds joints, qui bondit en avançant et qui tend les bras à la manière d'un zombie. Voilà, ce sont des images, même si on n'est pas aficionados de ce genre de cinéma-là, ou en tout cas de cette nationalité, des images qu'on peut avoir en tête, ce qui montre que l'horreur et le fantastique c'est universel, et que ça débute de toute façon depuis la nuit des temps du cinéma. Pour les années 60 et 70, spécifiquement, il y a un renouveau, tant en Europe qu'aux États-Unis. Alors, en Europe, ça va se marquer par les giallos, donc c'était l'objet de l'article que j'avais écrit intitulé « Jaune comme la mort ». Le giallo, c'est un genre italien, peut-être que vous connaissez, Mario Bava, Lucio Fulci et Dario Argento, donc ce sont les trois maîtres, si vous voulez, d'un point de vue de l'histoire de l'évolution du giallo, qui ont travaillé sur ce genre-là. Et il y a des codes très spécifiques, donc inaugurés par Mario Bava, avec notamment La femme qui en savait trop. C'était un petit peu avant avec un court-métrage, mais La femme qui en savait trop est peut-être le premier dont le nom pourrait vous dire quelque chose. Et ça se caractérise par un meurtrier ganté, félin, par l'utilisation de la caméra objectif, par l'appréhension parcellaire d'un meurtre, par un témoin qui voit l'exécution d'une victime de manière complètement inopinée, mais dont il n'a qu'une vision partielle. Et le film va s'évertuer à reconstituer l'acte meurtrier dans sa totalité. On a en Angleterre, bien sûr, la firme britannique la Hammer. Donc la Hammer qui a été constituée au début des années 30, mais qui connaît son âge d'or entre 1955 et 1970,
avec les figures tutélaires, Frankenstein et Dracula, sachant que quand ces deux films qui sont tous les deux réalisés par Terence Fisher débarquent sur les écrans, c'est la première fois qu'on a un Dracula et un Frankenstein en couleur, ce qui montre bien la véritable et l'audace et l'envie de traiter ce sujet-là sérieusement avec les applications, les nouvelles techniques qui sont arrivées pour le cinéma. Et aux États-Unis, alors il y a deux manifestations nouvelles, et c'est peut-être celle qu'on connaît le plus actuellement, en tout cas en Europe et aux États-Unis. C'est plutôt dans les années 70 que ces figures-là arrivent, parce qu'avant, vous connaissez les Américains, ils piquent tout à tout le monde, donc ils rameutent les réalisateurs étrangers pour faire des films qui ont marché dans leur pays d'origine. Donc avant cette période-là, il y a quelques réalisateurs américains qui s'y essaient, mais ce sont plutôt des réalisateurs étrangers qui sont expatriés aux États-Unis, qui vont travailler sur le cinéma fantastique et d'horreur. Mais à partir des années 70, il y a deux figures de l'horreur qui arrivent et du fantastique. Il y a d'abord le film de tueur psychopathe. Alors je ne le dirai pas en anglais parce que visiblement j'ai un accent français à couper au couteau. Donc le tueur psychopathe, alors le premier incarné par Norman Bates, bien sûr dans Psychose de Hitchcock, mais c'est également dans Pulsion de Brian De Palma, dans Maniac de William Lustig, dans Le silence des agneaux de Jonathan Demme, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle le slasher. Alors le slasher va renouer avec la dimension fantastique là où le film de tueur psychopathe ne s'y attardait pas. Le tueur psychopathe est quelqu'un qui a eu un problème dans son enfance, dont le traumatisme le poursuit toute sa vie, et pour le combattre en quelque sorte, il tue. Alors que dans le slasher, inauguré par Halloween de John Carpenter, puis ensuite avec la figure de Jason Voorhees dans Les Vendredis 13 et de Freddy Krueger, donc de Wes Craven dans Les Griffes de la Nuit, s'il y a cette dimension un petit peu psychologique au départ, c'est-à-dire que chaque tueur au départ devient tueur parce qu'il y a un traumatisme d'enfance, rapidement, dès le deuxième épisode, le versant fantastique va refaire son apparition parce qu'ils deviennent des croque-mitaines, des boogeymen. C'est ainsi, par exemple, que Tommy, le petit garçon que garde Laurie Strode dans Halloween, définit cet étrange personnage qui voit de temps en temps surgir de derrière un arbre ou de derrière une maison et qui lui semble absolument inhospitalier. Et donc, dans cette dimension-là fantastique, on reste quand même inscrit dans la réalité d'une situation complètement banale. En l'occurrence, dans le slasher, c'est investir un monde d'adolescents qui sont vaguement hédonistes et qui se font tuer s'ils consomment de la drogue, de l'alcool ou s'ils font l'amour. Donc c'est très moralisateur également. Donc voilà pour un bref panorama de ce qui se fait à l'époque en termes de cinéma d'horreur et fantastique. Alors, est-ce qu'il y a un cinéma d'horreur brésilien ? Sans doute. Sauf que moi, quand j'ai fait quelques recherches, il s'est avéré que Marins est celui qui a introduit le cinéma fantastique au Brésil, alors que le cinéma novo est en plein essor. Donc, j'imagine que vous savez tout ce que c'est que le cinéma novo. Du coup, c'est une première audace. On est en pleine dictature, seconde audace également. Et si si on doit définir un fantastique brésilien et d'horreur au Brésil, on ne peut que le définir que par rapport à l'œuvre de Marins. Et d'ailleurs, pour attester cela, il y a Gérard Laine qui est l'auteur du premier, en France, qui est l'auteur du premier ouvrage de référence consacré au cinéma fantastique, qui s'appelle Le cinéma fantastique et ses mythologies, donc qui a été publié en 1970. Dès son introduction, en exemple iconographique, il montre un film de Marins, le deuxième épisode de la trilogie, avec cette fameuse scène des araignées. Pour ceux qui ont vu le film, voilà, il montre, c'est comme ça qu'il donne un exemple du cinéma fantastique. Alors actuellement, le seul nom que j'ai trouvé brésilien, c'est Rodrigo Aragao, excusez-moi pour la prononciation, qui a réalisé en 2008 un film de zombies intitulé Mange Negro. Et donc a priori, il n'y a pas de réel successeur à Marins au Brésil. Alors Marins, il a créé le personnage de Zé de Kei Chao en 63. Selon Aga Biti, c'est le personnage le plus résolument cynique et violent du cinéma brésilien. C'est également un personnage lucratif, puisque suite au premier film, des producteurs ont été davantage intéressés pour soutenir le projet de Marins et donc de consacrer une suite.
Par la suite, ce personnage a été repris à la télévision, a été aussi repris sous forme de BD, et Marins a sillonné pendant très longtemps avec sa troupe d'acteurs les planches, voilà, les différents théâtres pour se donner en représentation sous l'effigie de Zé de Keïchao, voilà, qu'il avait mis au contact du public, qu'il avait rendu extrêmement populaire. Alors justement, cette question de la popularité est intéressante parce que, et même c'est assez cocasse par rapport au cinéma novo, qui, un peu comme en France ou en Italie, où à un moment donné on a voulu rompre avec le cinéma classique, on a voulu poser la caméra dans la rue et filmer le peuple dans son environnement, pour être un peu grossière, mais peut-être que l'idée aussi, éthiquement, allait de ce côté-là. Marins y fait la même chose, sauf que Marins n'est pas issu d'une élite, n'a pas eu accès à la culture savante, c'est un autodidacte, et du coup l'empathie qu'il va y avoir avec le public de Marins va être directe, alors que l'empathie qu'il pourrait y avoir avec le public et le cinéma nouveau est moins évidente, tout simplement parce que les réalisateurs du cinéma nouveau, eux, font davantage partie de l'élite. Donc du coup, paradoxalement, Marins crée une réelle empathie avec le public. C'est un vrai cinéaste populaire, et un cinéaste populaire par l'aspect le plus subversif qui puisse exister peut-être au Brésil, cinéma d'horreur et fantastique, et le rejet total de la religion, enfin du christianisme en tout cas, parce que l'aspect spirituel, vous allez le voir, est très important dans sa trilogie, et même a vraiment à voir avec le sacré, peut-être pas le religieux, mais le sacré. Alors la trilogie qui nous intéresse ici montre deux choses. D'abord que le cinéma de Marins renvoie à une flopée d'illustres figures et motifs du cinéma fantastique, et ensuite qu'il propose une autre manière d'intégrer le fantastique à la réalité en se détachant ainsi de ses figures tutélaires. Donc ça, c'est l'objet de notre second point. Entre maniérisme et création originale, Zé de Keïchao. Alors la notion de maniérisme elle-même, comme les notions de fantastique et d'horreur, souffre peut-être d'un manque de clarté, même s'il semble y avoir un consensus en fait depuis une trentaine d'années autour de ce terme-là. Alors le maniérisme, ça peut être envisagé comme faire avec virtuosité pour certains à la manière d'eux, ou alors ça peut être envisagé comme un discours critique de ce qui a été fait et qui mérite parfois d'être mieux réalisé, d'être amélioré. Donc ça suppose imitation et invention, donc deux idées contradictoires qui expliquent sans doute la difficulté à définir de manière générique ce terme. En même temps, c'est ce qui fait toute la richesse et tout l'intérêt de la trilogie. Dans cette trilogie, il y a à la fois une déférence pour des figures mythiques, pour les figures mythiques et pour leurs auteurs, bien sûr, du répertoire fantastique, littéraire comme cinématographique, et la réelle ambition de créer une nouvelle manière de rendre compte des genres. Alors, une ambition qui est peut-être pas consciente, hein, comme beaucoup de choses dans le cinéma de Marins. Alors, premièrement, on va parler des correspondances thématiques entre le cinéma de Marins et les figures qui le précèdent ou qui sont dans la même mouvance que lui. Alors, déjà, la correspondance thématique, c'est d'ériger un mythe. En soi, Zé, le personnage de Zé, est un mythe dès sa première apparition, parce qu'il est déjà réputé pour être malsain, pour être un pourfendeur de la croyance religieuse, il est craint. À son passage, les gens s'en vont ou alors se réunissent pour faire un bloc contre lui. Ils n'osent pas pour autant l'approcher ou le combattre, et quand certains osent l'affronter, c'est bien sûr à leur dépens. Et cette charistique-là, elle va être vraiment développée tout au long de la trilogie, et elle va être travaillée. D'ailleurs, on voit que dans le premier volet, Marins, il est marié, il a des amis, il a un ami, il a un travail, donc il est quand même ancré dans une réalité assez banale, et progressivement, cette vie classique, il va la délaisser, ou en tout cas, il va la torturer parce qu'il va tuer sa femme, qui ne peut pas engendrer de fils parfait. Il va tuer aussi son ami, donc qui convoite la compagne, qui elle-même se refuse à Zé, donc il va la tuer. À partir du deuxième épisode, on ne le voit plus travailler, ou très très peu. Enfin, c'est vraiment un aspect peu important. Et puis, il va commencer à vivre dans un non-lieu. Alors, au départ, dans le premier épisode, il a une maison, et puis après, il y a quand même de plus en plus de scènes d'extérieur, de scènes de cimetière ou de non-lieux. Dans le deuxième volet, il est dans une chambre avec un décor extrêmement baroque, et puis il tire une trappe, et dessous, il y a une salle des tortures. Donc, c'est des lieux extrêmement délicats à définir. Et dans le troisième épisode, il sort de prison après 40 ans d'incarcération, et là finalement son lieu de prédilection, c'est un espèce de laboratoire des tortures pour à la fois évaluer les futures procréatrices et en même temps tuer ses opposants.
Au niveau des figures tutélaires, pour Agabiti, donc l'auteur de la thèse sur Marins, le personnage de Zé renvoie à 4 figures elles-mêmes mythiques. Alors, le personnage du vampire, du docteur Frankenstein, du savant de Mary Riley et de Don Juan pour le libertinage, parce que c'est vrai que Zé de Kei Chao, plus la trilogie avance, plus les femmes le courtisent, parce que finalement ce personnage énigmatique attire autant qu'il répugne, et même dans le dernier volet où il doit avoir plus de 60 ans, les jeunes femmes de 30 ans se pressent pour lui faire l'amour. Enfin bon. Agibati précise quand même que Zé de Kei Chao n'est pas une réduction, un calque ou une parodie de ses modèles. Il a une métaphysique propre qui lui donne un sens et une densité symbolique particulière. Donc Marins fait de la mimésie distanciée, si on ne veut pas employer le terme de maniérisme. Il prend ces figures-là en modèle et donc leurs traits caractéristiques, mais il les transforme. En fait, il s'agit de repenser ces stéréotypes, de ne pas les laisser figer, et de faire tout un travail de dépeçage, de fragmentation, d'agencement pour créer le personnage de Zé. Donc c'est plus finalement le travail de Marins en tant que cinéaste qui se renvoie aussi à ces mythes, parce qu'il rapièce comme le docteur Frankenstein, il l'invente comme un savant, il ingère diverses informations comme le vampire, tout ça réuni dans une atmosphère macabre et sexuelle qui rappelle bien évidemment le donjuanisme. Autre correspondance, cette fois davantage reliée au slasher dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la récurrence d'un personnage qui ressuscite à chaque nouvel épisode, qui crée ainsi sa propre mythologie. À chaque épisode, Zé meurt, mais le suivant, il ressuscite, alors qu'il meurt dans le premier épisode, sous ses croyances diaboliques que son cerveau ne peut plus assimiler, qu'il soit tué par balle et noyé dans le deuxième épisode, ou alors avec une croix à pointe enfoncée dans le cœur, il meurt pas, finalement, il vieillit mais il ne meurt pas. Donc comme les croque-mitaines finalement des slashers, le fait de ritualiser un personnage qui a ses propres codes et dont les personnages alentours ne sont finalement que des pièces satellites, ça va polariser le récit en son sein, et par extension ça détermine aussi la mise en scène que va adopter Marins, d'autant plus que c'est lui qui se met en scène. Alors ce procédé aussi de ritualisation d'un personnage, on le retrouve bien sûr dans d'autres genres qui n'ont rien à voir avec l'horreur et le fantastique, mais vous prenez Chaplin et Keaton qui filmaient eux-mêmes leurs avatars, donc Charlot et Buster. C'est ça, ce procédé de ritualisation et de récurrence qui va inscrire le personnage d'un point de vue mythologique. C'est même plus récemment, pour faire une parenthèse avec ma thèse, le personnage de Jack Sparrow qui meurt et qui ressuscite, et qui, de film en film, depuis 8 ans maintenant, continue d'exister et d'avancer. Et c'est un point que pose également Agabiti, qui se demande: peut-on considérer comme mythe cette figure résultante d'un brassage de références issues de la culture de masse et de la tradition populaire? Donc finalement, c'est l'inscription d'un personnage de chair devenu fantomatique. Donc la chair et la foi, il faut la croyance du public, des spectateurs et de la population fictionnelle, c'est-à-dire les personnages, pour les enrôler dans la dimension mythique. Mais c'est aussi la question de qui fait le mythe. Alors, qui fait le mythe, bien sûr, c'est Marins par rapport à son personnage, en faisant un personnage immortel. Mais c'est également la population. Je vous parlais tout à l'heure de l'empathie pour le public brésilien pour ce personnage. C'est aussi le public, bien sûr, qui mythifie Zé de Kei Chao. Et pour conclure sur des propos d'Agabiti, avec ses aventures abracadabrantes, pleines de violence, qui se déroulent dans un cadre à la fois prosaïque et artificiel, l'irrévérencieux Zé de Kei Chao a établi une empathie affective avec la vie quotidienne et l'imaginaire collectif des couches les moins favorisées de la population brésilienne. Il a hanté rapidement l'imaginaire brésilien, qu'il a fini par s'y installer au point de s'y forger une réputation de mythe.